Alors, rebonjour à toutes et à tous. Donc, désolé pour ce léger retard. On a un peu débordé sur la conférence précédente. Avant de commencer, du coup, petit rappel. Donc, vous pouvez utiliser l'onglet discuter ou chat. Pensez bien à basculer de hôte et panéliste à tout le monde. Et on vous demande de préférer, du coup, l'onglet questions et réponses pour poser vos questions à Margot pour qu'elle puisse y répondre en fin de conférence. Vous pourrez également voter et commenter, donc compléter les questions des autres participants. Donc, je laisse la parole à notre conférencière Margot et je vous souhaite une bonne conférence. Merci Benoît, bonjour tout le monde, bienvenue pour cette conférence sur l'importance d'une influence éthique et plus transparente pour votre stratégie social media. Je me présente rapidement, je suis donc Margot Henry, social media et influence stratégiste au sein de l'agence Oniso à Lyon. Et je suis accompagnée aujourd'hui, vous ne la voyez pas, mais elle est juste en face de moi, de ma collègue Fanny Loubaton, qui est également social media stratégiste au sein de l'agence et qui va se charger de regarder vos différentes questions dans le chat. Comme le disait Benoît, n'hésitez pas à poser toutes vos questions afin qu'on puisse y répondre à la fin de ce webinaire. Je vais vous présenter Oniso maintenant très rapidement. Alors, Oniso, on est une agence résolument social first, d'où notre nom, Only Social. On existe depuis 2013 et on est aujourd'hui une équipe composée de 13 experts. On est situé à Villeurbanne, non loin du parc de la Tête d'Or. Et aujourd'hui, on accompagne principalement nos clients pour des missions de community management, de social content, de stratégie, de coaching et de formation. Et on intervient également sur toute la partie publicité sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, etc. Très rapidement, sur un petit mot sur les marques avec lesquelles on a la chance de collaborer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est plus de 200 marques et entreprises qui sont accompagnées dans des secteurs très variés, comme vous pouvez le voir. On fait à la fois de la food, de boissons, de la mode, de l'emploi, de l'immobilier, du tourisme, de la santé. Et on travaille aussi bien avec des clients en B2C qu'en B2B. Et on a beaucoup de chance parce qu'on a des clients qui nous suivent depuis les tout débuts de l'agence, depuis 2013 ou depuis plusieurs années. Écoutez, je vous propose maintenant de rentrer directement dans le vif du sujet, le marché de l'influence. On va commencer par quelques chiffres d'abord. Alors aujourd'hui, le marché de l'influence, on estime que c'est un marché qui devrait atteindre 22,2 milliards en 2025 sur Instagram. En effet, clairement, c'est sur cette plateforme aujourd'hui que sont réalisées la plupart des collaborations avec les influenceurs. Aujourd'hui, c'est quand même 68% des experts marketing qui ont choisi ce réseau pour leur campagne. Et même si avant, on avait l'habitude de dire que l'influence était plutôt réservée au B2C, aujourd'hui, les choses changent, les stratégies ont évolué et on voit quand même que c'est 30% des sociétés qui réalisent des partenariats qui sont issus du B2B. Alors, aujourd'hui, on le sait, le pouvoir de l'influence n'est plus à prouver. Les études ont montré 8 consommateurs sur 10 ont déjà réalisé un achat suite à la recommandation d'un influenceur, ce qui peut expliquer finalement que les marketeurs continuent de débloquer du budget pour ce levier de plus en plus chaque année. Ça a été le cas en 2020, ça a été le cas en 2021, alors que la crise Covid-19 battait encore son plein. Ils ont quand même été 66% à augmenter leur budget d'influence. Et pour finir, je voulais revenir sur un chiffre qui nous est souvent demandé par nos clients. Alors, c'est vrai que la réponse va changer en fonction des secteurs et de l'opération d'influence menée, mais on nous demande souvent quel est le ROI du marketing d'influence. Et aujourd'hui, les études estiment que le ROI est de 18 $ pour 1 $. Voilà. Alors aujourd'hui, le secteur de l'influence est un secteur qui a beaucoup évolué ces 10 dernières années. C'était quelque chose assez abstrait encore il y a 3 à 5 ans, mais depuis que le métier s'est démocratisé, on va dire, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place pour réguler la profession. Je pense notamment à l'agence Fou, qui a été une des premières à acter en fait ce genre d'initiative, qui a travaillé avec l'ARPP pour lancer ensemble la première charte éthique du marketing d'influence. Donc ça, c'était en janvier 2020. Donc l'objectif de la charte éthique, en fait, aujourd'hui, c'est de garantir une gestion saine des campagnes d'influence et d'offrir aussi davantage de transparence aux consommateurs et aux communautés des influenceurs. Et puis, l'ARPP, en parallèle, a aussi lancé un certificat de l'influence responsable, donc qui s'adresse en fait aux influenceurs pour le coup. L'objectif, c'est d'être sensibilisé aux principales règles éthiques et juridiques qui sont applicables maintenant dans leur métier. Et donc, ça doit leur permettre de savoir quoi faire pour avoir une approche éthique, comment protéger leurs audiences, notamment en indiquant les collaborations,
Et aussi, ces certificats, mine de rien, ça permet aux influenceurs de se différencier auprès des marques parce que c'est une plus-value, en fait, on va dire. L'influenceur peut dire aujourd'hui, voilà, j'ai passé ce certificat qui démontre que je respecte la loi, je m'engage à être éthique, à être transparent, etc. Et puis, je le disais en introduction, mais effectivement, aujourd'hui, la législation existe et donc il y a un cadre légal à appliquer, c'est-à-dire que la nature commerciale d'une publication, d'une collaboration doit être divulguée sans ambiguïté et le caractère publicitaire doit être clairement identifiable. C'est-à-dire qu'on peut pas, faut pas que la communication prête à confusion. Si ça a été rémunéré, sponsorisé par une marque, il faut que ce soit clairement indiqué à l'aide du hashtag collaboration, sponsorisation, etc. On ne peut pas laisser la place au doute. Alors ça fait déjà quelques années qu'on demande aux influenceurs de le faire, mais comme vous allez pouvoir le voir, ce n'est pas toujours le cas. Et aujourd'hui, il y a quand même une enquête qui a été effectuée par Numérama qui montre que 4 publicités sur 10 ne sont pas déclarées. Donc ça reste quand même assez conséquent, malheureusement. Alors, si le métier de l'influence a évolué, c'est aussi parce que les attentes ne sont plus les mêmes. Tout d'abord, les attentes ne sont plus les mêmes du côté des consommateurs qui veulent plus de transparence. Déjà parce que les messages des marques ne sont plus pris pour acquis. Aujourd'hui, le consommateur, il a accès à Internet. Les réseaux sociaux, les outils numériques lui permettent en fait de s'informer plus facilement sur les activités ou les produits d'une marque. Et donc, forcément, ces marques-là, ces entreprises doivent faire preuve de plus de transparence. Les consommateurs attendent aussi beaucoup plus des marques d'un point de vue sociétal, social, environnemental. On attend d'elles en fait une vraie contribution positive à la société. Et puis, depuis le début de la crise, il y a quand même une personne sur 5 aujourd'hui qui explique ce besoin accru d'information, faire une plus grande méfiance à l'égard des entreprises. Donc ça, c'est une étude Trustpilot. Voilà, je ne vais pas revenir sur les différents scandales sanitaires ou autres qui ont eu lieu ces derniers mois, mais force est de constater que le consommateur va de plus en plus demander aux marques de rendre des comptes sur toutes leurs activités au global, en fait. Donc forcément, cette transformation, elle pousse les marques à renseigner le consommateur sur l'exactitude de ses activités ou sur la composition d'un produit pour répondre à ce besoin de transparence qui est de plus en plus exigé. Et ça explique aussi qu'il y a de plus en plus de marques aujourd'hui qui ont pris la décision de remettre en fait le consommateur au cœur de leur projet, notamment par exemple en les faisant intervenir en amont du processus de développement d'un produit. Et donc en mettant finalement la transparence au cœur de leur stratégie. Et ça leur permet finalement à ces marques de créer de la valeur. L'enjeu aujourd'hui pour les marques, je dirais que c'est de ne plus réagir de manière défensive à la pression qu'il peut y avoir des consommateurs, mais plutôt de prendre les choses en main, d'intégrer ce changement de mentalité dans leurs organisations et de mettre en place ce type d'initiatives qui vont leur permettre de devenir actrices en fait, de cette évolution de consommation. Et puis, donc finalement, si les marques sont scrutées, les influenceurs aussi, parce qu'ils sont porteurs des messages des marques. Donc les consommateurs vont se demander si les influenceurs partagent toutes les informations qu'ils ont en leur possession. Ils vont aussi se demander si l'influenceur a mené son enquête, entre guillemets, sur la marque qu'il représente. Et surtout, est-ce que les influenceurs sont honnêtes sur le produit, le service qu'ils mettent en avant, malgré leur rémunération. Les consommateurs, je le disais, sont en attente et sont à la recherche de profils d'influenceurs plus sincères. Alors oui, le métier de l'influence a évolué, on apprend de plus en plus de choses au fur et à mesure des années, mais ça reste quand même un métier qui est assez opaque pour pas mal de personnes. Et les consommateurs aujourd'hui, les internautes, se questionnent principalement sur les rémunérations des influenceurs, le choix des marques partenaires. Comment choisissez-vous les marques avec qui vous collaborez? Est-ce que vous collaborez avec toutes les marques qui font appel à vous ou toutes les marques qui sont susceptibles de vous payer? Et puis, ils vont vérifier du coup la véracité des messages derrière une création de contenu rémunéré. Est-ce qu'on est sûr que l'influenceur a testé le produit? Est-ce qu'il a testé le service? Est-ce qu'il aime vraiment la marque? Ou est-ce que c'est juste que le chèque était hyper attrayant? Et puis surtout, les consommateurs et les internautes sont hyper sensibles à la législation en vigueur, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie d'être pris pour des imbéciles, ils ont envie de savoir quand la communication est sponsorisée et donc ils n'hésitent pas à signaler aux influenceurs que la sponsorisation n'est pas claire, n'est pas identifiable sur les contenus. Voilà. Là, je vous ai mis quelques exemples à l'écran de messages d'échange que les influenceurs peuvent avoir sur leur communauté.
Donc, vous voyez, la première question, c'est qu'est-ce qui te fait accepter un projet avec une marque? La deuxième, c'est est-ce que tu as acheté des abonnés comme certaines au début? Donc, encore une fois, là, l'éthique de l'influenceur est clairement remise en question, pardon, parce que l'achat d'abonnés, bah, forcément, hein, c'est une pratique douteuse qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Le troisième exemple, c'est est-ce que tu utilises la fonction de partenariat rémunéré d'Instagram? Donc, ça, c'est un outil qu'Instagram a mis en place pour que les influenceurs puissent identifier facilement les posts pour lesquels ils sont rémunérés. Donc, l'influenceur peut taguer la marque et peut indiquer très clairement post en collaboration avec, je dis n'importe quoi, par exemple, le groupe La Poste. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui n'utilisent pas cet outil et qui accusent en fait Instagram de bloquer les contenus, donc d'un peu ghoster entre guillemets ces contenus-là sur la plateforme parce que les influenceurs sont rémunérés, qu'Instagram n'apprécie pas la démarche et donc les contenus sont moins montrés. C'est pour ça que les influenceurs disent qu'ils n'utilisent pas cet outil et qu'ils préfèrent marquer de façon hyper discrète en légende hashtag collab, hashtag sponsor, alors que dans les faits, ça ne correspond pas à ce qui est demandé vis-à-vis de la législation. La question de la rémunération aussi revient très souvent, d'autant plus quand il s'agit d'influenceurs famille qui donc mettent en avant leurs enfants, leurs bébés. La question se pose pour l'enfant en question, est-ce que cet enfant est rémunéré? Est-ce qu'il appartient à une agence de mannequinat comme ça devrait être le cas? Est-ce que cet argent va dans la poche des parents? Est-ce que cet argent est sur un compte pour l'enfant? Enfin voilà, les internautes aujourd'hui ont vraiment besoin d'avoir énormément de détails sur l'influence et les influenceurs voilà, qui jouent le jeu, qui répondent en toute honnêteté pardon, sont gagnants en fait sur la situation. Et puis la dernière question, c'était une question de réputation. Il y a beaucoup de marques aujourd'hui, vous savez, qui sont accusées de greenwashing notamment. Et il y a certains influenceurs qui continuent de collaborer avec ces marques. Et donc forcément, il y a des consommateurs qui vont venir les interroger pour leur demander qu'est-ce que tu penses de ce scandale, qu'est-ce que tu penses de ce qui a été dit sur cette entreprise, pourquoi tu continues de collaborer avec eux, est-ce que tu fais ça juste pour l'argent ou autre? Donc voilà, les influenceurs sont aussi amenés à se justifier en fait si les marques avec lesquelles ils ont l'habitude de collaborer font des erreurs sur les réseaux sociaux. Et donc forcément, puisque les consommateurs en demandent énormément, puisque les internautes sont à l'affût, eh ben, on a en face de nous des créateurs de contenu, des influenceurs qui vont être plus vigilants. Tout simplement parce que, comme ils n'ont pas envie de se faire épingler eux-mêmes par leur communauté, ils vont prendre un petit peu les devants et on voit le phénomène que j'aime bien appeler le phénomène des influenceurs investigateurs. Donc, c'est-à-dire des influenceurs qui ne vont pas hésiter à aller poser des questions aux marques avec qui ils collaborent et à mener leur enquête avant d'accepter un partenariat. Comme les influenceurs en fait savent qu'ils vont devoir rendre des comptes, du coup, ils en demandent d'abord avant aux marques et donc les marques doivent leur prouver leur légitimité et leur bonne pratique. Donc, ils font la chasse aujourd'hui aux marques qui réalisent du dropshipping, qui, même si le dropshipping est autorisé vis-à-vis de la loi et pose quand même certaines questions éthiques, ils vérifient aussi les promesses des marques qui se disent made in France, mais qui en fait sont juste des marques imaginées en France, mais qui clairement sont fabriquées en Chine, par exemple. Ils vont vérifier la réputation. La réputation, ça va être assez global, ça va être à la fois est-ce que il n'y a pas eu de scandale au niveau des produits, mais ça peut être aussi la réputation en interne. Est-ce que vous traitez bien vos salariés? Je pense notamment au compte Instagram Balance ta startup, Balance ton agence, Balance ton entreprise, qui règne aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de marques qui avaient l'habitude de collaborer avec des influenceurs qui se sont retrouvés en difficulté avec ce type d'accusation. Et puis surtout, les influenceurs vont regarder les stratégies commerciales et d'influence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des marques qui ont fait le choix de n'exister sur les réseaux sociaux qu'à travers l'influence et qui vont mettre énormément de budget dans la création de contenu avec les influenceurs. Et en fait, elles vont mettre tellement de budget dans l'influence que ça va paraître hyper louche. Et donc, on se dit, mais qui sont ces marques sorties de nulle part, qui d'un coup ont un énorme budget, qui collaborent avec tous les influenceurs de France et de Navarre. Voilà, donc tout ça aussi, ça rassure pas quand on est un influenceur de savoir qu'il y a 200, 300 autres influenceurs qui vont être sur la même collaboration. On se dit, est-ce que c'est vraiment une marque légitime? Est-ce que je suis pas en train d'aider une marque à faire une immense arnaque? Parce que c'est arrivé dans le domaine de l'influence, ça arrivera encore, je pense, malheureusement. Donc voilà, ils sont hyper attentifs à ça. Et surtout, les influenceurs, ça reste des collègues de travail. Ils se connaissent tous, plus ou moins.
il y a des amitiés qui se créent, plus ou moins fortes et en fait, la parole se libère aujourd'hui. C'est-à-dire que quand une marque fait appel à un influenceur pour, un brief précis, un salaire et cetera, bah, en fait, il faut se dire que tout se sait. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui aller voir un influenceur et lui dire: «J'ai, tant de budget pour toi, le brief c'est ça» et aller dire à un autre influenceur: «Ah bah non, c'est le même brief mais j'ai pas de budget pour toi, désolé». Tout va se savoir, donc il faut faire très attention au double discours. Je voulais vous partager dans cette slide quelques exemples d'influenceurs enquêteurs dont je parlais juste avant. Mon exemple préféré, ma chouchoute, c'est Margot du compte New Make Fashion que je vous recommande vraiment. Elle a vraiment une ligne éditoriale aujourd'hui, notamment sur TikTok, basée sur l'éthique et la transparence. Et donc, je vous invite vraiment à aller découvrir ses contenus. Là, pour le coup, je vous ai pris un exemple qui date un petit peu, mais parce que c'était un des premiers exemples d'influenceurs enquêteurs et c'était hyper intéressant. Typiquement, c'était la marque Hello Body dont on a énormément entendu parler sur les réseaux sociaux, qui a travaillé avec beaucoup d'influenceurs, qui a travaillé avec des influenceurs issus de la télé-réalité dans un premier temps. Ça a été très mal perçu par les autres influenceurs, on va dire, qui du coup étaient réticents à travailler avec cette marque parce que mauvaise image, vous avez travaillé avec la télé-réalité, vous avez rincé entre guillemets tous les influenceurs. Nous, on n'a pas trop envie d'avoir cette image. Pourquoi on travaillerait avec vous? En plus, on ne sait pas d'où vous sortez. Est-ce que vos produits sont vraiment bien? Est-ce que vous êtes éthique? Etc. etc. Donc, Margot, elle était réticente à l'idée de travailler avec la marque. Et la marque lui a dit, bah, écoute, si tu veux, nous, on t'invite à découvrir nos laboratoires, à échanger avec nous directement dans notre siège social en Allemagne pour que tu puisses découvrir la production, poser toutes tes questions, etc. Et donc, bah, Margot a accepté. Elle a fait une vidéo sur le sujet où elle montrait vraiment voilà, les coulisses et où elle répondait en fait aux interrogations de sa communauté par rapport à la marque. Un second exemple, celui de Céline du compte Is No Good. Alors là, c'est clairement un des meilleurs exemples d'influenceurs, enquêteurs, investigateurs, parce que elle, son credo, c'est vraiment de publier des vidéos de décryptage et d'analyse des marques. Son objectif, en fait, c'est de permettre aux internautes d'avoir vraiment toutes les clés en main pour déceler le vrai du faux des discours des marques. Et aujourd'hui, en faisant ces vidéos, elle ne cherche pas forcément en fait à, à «pourrir» entre guillemets la marque, mais vraiment à les obliger à aller plus loin, à être plus transparentes, à avoir de meilleures pratiques, à être plus éthiques, plus responsables. Et en fait, elle met un petit peu le point, là où ça fait mal pour dire, bah, voilà, vous pourriez faire, autrement ou n'ayez pas ce genre de discours alors que vous avez ce type d'action, par exemple. Et puis un dernier exemple dans le domaine de la beauté cette fois-ci, parce qu'on a eu aussi tout ce phénomène des applications Yuka, par exemple, ou des applications d'analyse des compositions qui ont été très tendance il y a 2, 3, 4 ans. On en entendait beaucoup parler, notamment dans le domaine de la beauté. Et en fait, voilà, il y avait plein de marques qui ont commencé à arriver sur le marché pour dire qu'elles étaient bio, non testées sur les animaux, ce qui est obligatoire en France, vegan, et cetera, avec des bonnes compos et bah, c'était hyper compliqué pour le consommateur, encore une fois, de déceler le vrai du faux. Vous avez Lila de la chaîne Naturellement Lila qui, elle, est vraiment spécialisée dans les marques de beauté et dans la compréhension des étiquettes, des compositions. Donc elle était vraiment là pour aider le public à comprendre si les promesses de naturalité étaient réelles ou si c'était clairement un message, un discours mensonger ou qui pouvait prêter à confusion. Voilà. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un influenceur green, entre guillemets, pour mener son enquête. Là, vous avez des profils hyper variés. Aujourd'hui, tous les influenceurs sont susceptibles de vous demander des comptes sur votre marque, sur votre produit, sur vos services. Et il faut faire vraiment très attention à ce que vous allez pouvoir dire, à ne pas avoir de double discours, ne pas jouer sur l'ambiguïté. Et encore une fois, si vous n'êtes pas parfait, c'est pas grave, il suffit juste de ne pas mentir et d'être honnête. Ensuite, je voulais vous partager un exemple de Clémentine du compte Paris-Grenoble qui a dénoncé une marque, je le disais juste avant, qui s'est servie justement de l'influence pour communiquer de façon exclusive. En fait, elle indiquait que cette marque avait contacté énormément de personnes, elle fonctionnait énormément avec des codes promo qui sortaient un petit peu de nulle part, des codes promo bien sûr très avantageux. On parle de codes promo de 70-80%, donc clairement, quand c'est des aussi gros chiffres, c'est des codes promo qui sont donnés à tout le monde, bah, on se méfie un tout petit peu. Elle avait refusé la collaboration parce qu'elle trouvait que bah, voilà, la marque était un tout petit peu louche. Elle n'était pas hyper à l'aise avec la pratique, des pratiques commerciales de l'entreprise. Et bah, force est de constater qu'elle avait raison, puisque quelques semaines, mois plus tard, en fait,
la marque a complètement disparu des réseaux sociaux, emportant avec elle toutes les commandes passées des consommateurs qui avaient voilà, acheté les produits à travers ces opérations d'influence. Et donc, bah, forcément, les influenceurs qui en avaient fait la promotion, sans vérifier en fait l'authenticité de la marque, sans se poser de questions, bah, se sont retrouvés en difficulté parce qu'ils ont dû répondre en fait de leurs actes devant les internautes qui les accusaient d'avoir participé à l'arnaque. Pardon. Et pour finir, un dernier exemple de Margot qui, comme je disais, a choisi vraiment un angle, une ligne éditoriale très spécifique sur son compte TikTok où elle pointe du doigt les discours, les marques aux discours contradictoires, mensongers ou trompeurs. Ça, il y en a de plus en plus sur TikTok. Voilà, l'éthique, c'est pas simplement réservé à Instagram. Si vous êtes transparent, il faut l'être sur l'ensemble de vos créneaux de communication, parce que là, par exemple, c'était une marque qu'elle avait vue en France qui se disait marque française, designée à Paris, imaginée en France, mais qui, en fait, n'avait rien de français, puisque la plupart des choses étaient fabriquées à l'étranger, en Chine, etc. Voilà. Mais concrètement, aujourd'hui, c'est quoi une influence éthique et comment on fait? Donc pour nous, d'abord, je vais me baser sur ce que dit la charte dont je vous parlais en introduction, qui a été créée par l'agence TOU et la RPP. Il y a 4 grands points dans cette charte. Le premier, c'est le respect des collaborateurs, le respect des règles collaboratives, des contenus et des bonnes pratiques. Donc, dans règles collaboratives, par exemple, ça va être des deadlines que vous allez donner à l'influenceur, mais ça va être aussi respecter les législations et les réglementations en vigueur. Le respect des contenus, ça va être de ne pas modifier les contenus qui vous sont transmis par l'influenceur, ne pas les exploiter autrement ou alors obtenir un accord de l'influenceur pour la médiatisation, la réutilisation, etc. Et puis, les bonnes pratiques, c'est tout simplement les bonnes mœurs. Pas de publication susceptible de porter atteinte à autrui. On fait attention aux pratiques, on va plutôt mettre en avant les bonnes pratiques environnementales. Donc, on évite le gaspillage. On indique qu'on va privilégier plutôt le train à l'avion lorsqu'on fait des voyages influenceurs, par exemple. La deuxième règle, c'est l'authenticité. Tout d'abord, l'authenticité de mode de sélection. Donc, c'est-à-dire ne pas regarder que le nombre d'abonnés lorsque vous voulez faire appel à un influenceur, mais regarder les centres d'intérêt de l'influenceur et sa ligne éditoriale au final, mais aussi son taux d'engagement, etc. Et puis, l'authenticité de la communauté de l'influenceur. Il faut que ce soit une communauté, bien évidemment, qui a été construite de manière organique et authentique. Donc, pas d'achat d'abonnés, pas d'achat de vues et pas de pratiques douteuses pour augmenter son taux d'engagement. Je pense notamment aux pods qui ont existé pendant longtemps sur Instagram. C'était des groupes dans lesquels les influenceurs se mettaient d'accord pour aller commenter les publications de chacun dans les X minutes après la publication du post pour un peu tromper l'algorithme. La troisième règle, c'est la transparence du budget. Donc, que ce soit l'agence envers la marque, votre agence d'influence aujourd'hui doit vous dire comment va être utilisé votre budget dans les opérations d'influence. Et aussi, du côté de l'influenceur, lui, il va s'engager sur un tarif en fonction des contenus demandés. Donc, c'est acté, c'est devisé et après, ça ne peut plus bouger. Et puis, la transparence de la nature de la collaboration. Donc, vous, marque, vous devez donner toutes les informations à l'agence pour qu'elle puisse faire sa proposition stratégique, une proposition stratégique en adéquation en fonction de vos objectifs, de vos impératifs, etc. Et puis, les influenceurs, eux, de leur côté, s'engagent à annoncer clairement le partenariat auprès de leur communauté. Et enfin, la quatrième règle, la loyauté. Donc, envers la marque et son image. Donc, l'influenceur, de son côté, va s'engager à ne pas publier de contenu qui est susceptible de dénigrer l'image de la marque ou l'image de l'agence, d'ailleurs. Les agences, de leur côté, s'engagent à respecter l'image de la marque, à avoir son accord pour utiliser ses contenus, ses logos et d'être en collaboration avec la marque, tout simplement. Il est arrivé que des agences indiquent travailler pour des marques alors que ce n'était pas du tout le cas, ou même indiquent travailler en collaboration avec des influenceurs alors que ce n'était pas le cas. Et puis, la loyauté envers leur communauté, vous allez vous en douter, mais c'est le fait de présenter de manière objective un produit. Donc, c'est-à-dire que l'influenceur doit faire un test en amont, ne pas mentir, ne pas tromper sa communauté. Et surtout, il s'engage à aborder seulement des sujets dont il estime être légitime de parler. Voilà, on ne prend pas la parole sur un sujet qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui et on fait attention à ce qu'on dit parce que on est un influenceur
Donc, nos propos sont hyper importants, quel que soit le public auquel on s'adresse. Le but, vous l'aurez compris, c'est d'avoir des opérations d'influence qui soient claires pour tous, claires pour vous en tant que marque. Vous connaissez votre influenceur, le créateur de contenu avec lequel vous travaillez. Donc ça, c'est le travail de vos agences, hein, vous fournir un brief détaillé sur les influenceurs. Nous, ce qu'on aime bien faire chez Omnisto, c'est d'organiser un call, un échange entre la marque et l'influenceur pour que voilà, tout le monde puisse se rencontrer, que ce soit vraiment concret, qu'on mette l'humain au cœur de l'échange, par exemple. Vous avez aussi pleinement conscience du spectre du partenariat. Vous savez à quoi vous attendre du côté de l'influenceur, quels sont les contenus qu'il va créer, quel est le budget qui lui a été attribué. Vous savez aussi quoi espérer en termes de résultats. Donc, encore une fois, c'est à votre agence de vous transmettre les résultats espérés sur la base des résultats précédemment obtenus par l'influenceur pour des activations similaires. Et puis, bien évidemment, vous avez la visibilité sur le travail de votre agence. L'idée, c'est de travailler en bonne intelligence, en toute transparence, et que vous puissiez être au courant des différentes étapes et les valider, surtout. Des opérations d'influence claires pour les créateurs de contenu. Ils connaissent la marque avec qui ils vont collaborer, ils se sont renseignés sur elle, ils ont mené leur enquête, et surtout, ils ont pleinement conscience, eux aussi, des rendus attendus et de leurs obligations. Comme je vous le disais, il y a des devis qui sont effectués, il y a des contrats qui sont mis en place, et c'est important de cadrer ce genre de choses, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Et puis finalement, clair pour les consommateurs, ils savent lorsque la prise de parole est rémunérée, lorsqu'il y a une collaboration avec la marque, et surtout, ils ont toutes les informations à disposition pour faire un choix en pleine conscience. Voilà. Oui, une question. Oui, je recommande systématiquement. Alors, si ce n'est pas un contrat, au moins un devis, parce qu'on sait que le contrat, c'est hyper lourd et que vous n'avez pas forcément des équipes juridiques réglementaires à disposition, mais réaliser au moins un devis et réaliser des devis qui soient hyper précis, c'est-à-dire le nom de la collaboration, le nombre de contenus que vous avez négociés, ce qu'il doit y avoir dans ces contenus, les dates de publication, bien indiquer que vous demandez à l'influenceur de transmettre ces statistiques à la fin de l'opération, indiquer aussi dans le devis si vous avez le droit de réutiliser les contenus sur vos réseaux sociaux avec ou sans sponsorisation des posts. Enfin, voilà, si vous n'avez pas de contrat, mettez tout ça dans un devis, ça suffira, mais ayez vraiment un devis hyper détaillé pour qu'il n'y ait aucune surprise. Voilà. Donc nous, qu'est-ce qu'on recommande aujourd'hui à nos clients, aux marques avec lesquelles on travaille pour mettre en avant tout ce qu'elles font aujourd'hui, tous leurs engagements, leurs valeurs, etc. Il y a beaucoup de façons d'aborder les sujets sur les réseaux sociaux, mais pour nous, il y a quand même 6 grandes règles à respecter. La première règle, c'est d'aborder le sujet sur un axe non business. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas donner l'impression que la marque s'est positionnée sur des engagements RSE, sur de l'éthique, etc., pour être dans le coup marketing, entre guillemets. Mais il faut bien montrer que c'est une volonté propre à l'entreprise en fonction de ses valeurs. La deuxième, c'est de rester humble et de ne pas s'adonner à la surpromesse, parce que le retour de bâton peut être alors lourd de conséquences. Je pense notamment à la marque Louis Vuitton qui se disait hyper engagée, qui avait voilà, des produits éthiques, etc., mais qui en fait a été épinglée pour sa gestion RH. Donc, vous voyez, si on se dit qu'on est irréprochable d'un côté, il faut faire attention que de l'autre, ce soit cohérent. Donc, restez humble, mettez l'accent sur ce que vous faites bien, mais n'allez pas crier voilà, sur tous les toits que vous êtes les meilleurs en RSE, par exemple. Le troisième point, c'est de bien sélectionner le discours et d'être cohérent sur l'intégralité des supports. Il faut aussi que vos éléments de langage en fait, soient cadrés, parce que c'est primordial pour les sujets RSE. Donc, c'est vraiment une stratégie de communication à part à laquelle il faut réfléchir pour savoir comment vous allez aborder les choses, sur quel support vous allez communiquer, et comment, à quelle période, etc. La quatrième, c'est de rester factuel, mais ludique et positif. Donc, ce n'est pas parce qu'on aborde un sujet sérieux comme la RSE, par exemple, ou l'éthique, qu'il faut en devenir plombant, entre guillemets. Aujourd'hui, on est persuadé que votre RSE peut aussi être accessible, vulgarisé, fun, à votre image, voilà, en fait, cohérente tout simplement avec votre post sur les réseaux sociaux. La cinquième règle, c'est d'apporter des preuves sans donner l'impression de se justifier. Alors, les preuves vont être nécessaires, bien évidemment, pour illustrer les actions qui sont menées, mais en fait, il ne faut pas vraiment tourner le discours sur la défensive. Il faut plutôt rester positif et considérer le sujet comme fédérateur et porteur. Et enfin, je le disais un petit peu, ça rejoint aussi le point numéro 3, mais
c'est important de définir une temporalité claire pour chaque prise de parole. Il faut considérer chaque sujet RSE comme une thématique, un temps d'expression spécifique, parce que vous ne pourrez pas tout dire en un seul contenu. Donc, n'hésitez pas à être précis et faire un focus sur un point, sur une publication sur vos réseaux sociaux, et puis à apporter des informations complètes dans ce post, quitte à multiplier en fait les prises de parole sur vos différents points RSE dans plusieurs posts sur vos différents réseaux sociaux. Aujourd'hui, les sujets RSE reçoivent quand même 80% de commentaires à tonalité positive. La seule condition, évidemment, c'est que l'entreprise respecte ses engagements, vous l'aurez compris. On vous a mis également quelques exemples de marques qui communiquent aujourd'hui sur leurs engagements et sur leurs valeurs sur les réseaux sociaux. Donc, tout d'abord, la marque Yumai, qui a un positionnement hyper fort, hein, avec des produits vegan, made in France, bons pour les consommateurs, bons pour la planète. L'environnement et la santé sont vraiment au cœur de leur projet. Donc, c'est sûr qu'eux, de leur côté, ils ont l'occasion de prendre régulièrement la parole dessus. La RSE, c'est vraiment dans leur ADN de marque, donc ils peuvent un peu tout se permettre, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Et puis surtout, ils prennent la parole sur tout leur réseau sans distinction, mais toujours en faisant des focus très précis. Le deuxième exemple, c'est SoCook. Donc, c'est un de nos clients qu'on aime, qu'on aime beaucoup. C'est vrai qu'ils ont des très belles valeurs, des très beaux engagements. Aujourd'hui, ils ont fait le choix de proposer une vidéo un petit peu récapitulative de leurs engagements. Donc là, c'était l'interview du top management qui explique les choix de l'entreprise de faire du Made in France. Et là, c'est typiquement l'exemple de assumer ses limites, dont on parlait juste avant. Dans l'interview, le directeur indique que 73% des panneaux proviennent d'usines françaises, mais qui sont aujourd'hui pas encore dans le 100%. Ils expliquent pourquoi dans la vidéo, et surtout, ils indiquent que c'est leur objectif d'aller vers ce 100% et qu'ils cherchent toujours des points d'amélioration. Vous avez aussi donc, la marque Palladium qui va venir apporter des preuves, qui va revenir sur les actions réalisées à travers notamment des reportages. Donc là, par exemple, il avait fait appel à une influenceuse, il lui avait proposé de venir découvrir les backstage, l'entreprise, les coulisses, etc. Pour justement promouvoir les engagements de la marque. Donc là, très clairement, à travers des stories sur Instagram, elle indiquait que la marque était quand même engagée depuis les années 90 avec des semelles en matière recyclée. Et donc ici, l'influenceur sert à apporter la preuve et à apporter la cohérence du discours, en fait. Et puis le dernier exemple, le SPIC français qu'on ne présente plus, hein, mais ils ont récemment publié leur premier bilan d'entreprise à mission. Donc encore une fois, on est dans la preuve des actions réalisées en cours et à venir pour le coup, puisque l'entreprise revient sur ses engagements, des plus anciens aux plus récents. Et puis l'un des grands piliers des engagements pour eux, c'est de continuer à valoriser la fabrication locale. Donc ils ont décidé de faire un focus typique là-dessus. Donc, quand on crée des campagnes d'influence aujourd'hui, comment on fait concrètement pour être sûr de ne pas se tromper, d'être dans la transparence, d'être dans l'éthique, etc. Le plus important, je ne le redirai jamais assez, c'est de choisir les bons profils pour les bons messages. Aujourd'hui, il y a énormément d'influenceurs qui prennent la parole sur les différents réseaux sociaux et ça peut être un peu compliqué pour les marques et les agences d'identifier les bons profils. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'abord de vérifier la réputation de l'influenceur. Donc, sur les différents réseaux sociaux, je regarde ce qu'il dit sur cet influenceur, que pense le grand public de cette personne. Je vais vérifier aussi, bien évidemment, sa communauté, comme je le disais précédemment. Regarder s'il n'y a pas eu des achats d'abonnés, si la communauté est légitime. Je vais regarder aussi comment ça se passe au niveau de l'engagement. Est-ce que la communauté a envie d'engager avec cet influenceur? Quels sont les types de commentaires que l'influenceur reçoit? Est-ce que c'est des commentaires assez simples, entre guillemets, avec juste des smileys, ou est-ce que c'est des commentaires où les gens prennent vraiment le temps d'engager avec le contenu, de poser des questions, de revenir sur le post en tant que tel? Et puis surtout, je vais vérifier le style de contenu que publie l'influenceur. Est-ce que ça correspond à votre marque? Est-ce que vous pouvez vous insérer facilement dans sa ligne éditoriale? Et justement, ça nous permet aussi de nous assurer que le message va être bien délivré et bien reçu, parce qu'on aura analysé la ligne éditoriale, on aura proposé un influenceur qui a l'habitude de traiter de ces sujets, donc ça ne va pas arriver comme un cheveu sous la soupe. On va aussi savoir que la communauté est intéressée par ce genre de contenu, qu'elle a envie d'en savoir plus, que c'est hyper important pour elle d'avoir cette visibilité sur les marques. Et puis surtout, ça permet de réfléchir à une création de contenu
cohérente, qui soit gagnante à la fois et pour l'influenceur et pour vous. Une question, comment vérifier s'il y a eu des achats d'abonnés? Alors, pour vérifier s'il y a eu des achats d'abonnés sur les comptes Instagram des influenceurs, vous avez plusieurs outils qui existent, soit aux États-Unis, soit en France, voilà, des outils globaux qui vous permettent, en fait, vous rentrez le nom de l'influenceur et ça va analyser la communauté et ça va vous dire si la communauté est à 90% française ou 95% issue du Pakistan. Par exemple, si votre influenceur est français et que plus de la majorité de son audience est d'un autre pays, clairement, il y a des questions à se poser. Vous pouvez aussi le voir à travers des outils comme Social Blade qui vont montrer l'évolution en fait, des comptes, des followers en fait, de chaque compte. Si vous voyez que tout d'un coup, il y a eu des grands pics comme ça, sans aucune raison, c'est-à-dire si l'influenceur n'a pas été dans un bon ou mauvais buzz ou s'il n'a pas fait une collaboration avec une marque internationale, on va dire, il n'y a pas de raison que cet influenceur, d'un coup, et un énorme pic de followers. Donc, ça peut aussi dire potentiellement il y a eu des achats d'abonnés. La meilleure façon de vous assurer de tout ça, au-delà des outils qui peuvent être payants et qui sont disponibles sur le marché, tout simplement, en fait, quand vous collaborez avec un influenceur, quand vous l'interrogez pour une collaboration, vous êtes en mesure de lui demander ses statistiques, ses analytics. Nous, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement. Donc, demandez-lui de vous envoyer l'analyse de son profil, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok. Aujourd'hui, tout est possible. Et vous allez pouvoir voir d'où est issue sa communauté. Et clairement, ça, c'est l'indicateur premier. Il y a iPoditor, Social Blade, il y en a un autre, j'ai plus le nom, qui va peut-être me revenir. Si jamais il me revient, je vous redirai à la fin de la conférence. Mais il y en a énormément. Et voilà, les pics, c'est étrange. Les abonnés issus d'autres pays aussi, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Je voulais vous montrer ce que j'appelle alors un mauvais exemple. Voilà, pas du tout de... J'ai rien contre cette influenceuse, ni rien contre la marque. C'est juste pour vous montrer en fait qu'il y a eu une incompréhension dans le sujet, dans la collaboration. Pour vous expliquer le contexte, c'est la marque Light and Free, qui est donc une marque du groupe Danone, qui a décidé de faire une collaboration sur le body positivisme. Dans les faits, c'est super. Le body positivisme, c'est hyper dans la tendance. On a besoin de ce genre de messages sur les réseaux sociaux. Et l'idée de la campagne, c'était de faire appel à différents influenceurs avec des morphologies différentes, d'âges différents aussi, et de jouer sur le hashtag mon cher corps et d'expliquer dans la vidéo que bah, voilà, parfois on avait été hyper difficile avec notre corps, qu'on l'avait insulté, qu'on l'avait maltraité, malmené, etc. Et de dire bah, voilà, mon corps n'est peut-être pas parfait, mais aujourd'hui je l'accepte. Donc le message en soi, il est super. Sauf qu'ils ont choisi une influenceuse qui a un peu un discours hyper contradictoire, qui se fait régulièrement épingler sur les réseaux sociaux parce que bah, les gens la trouvent tout simplement pas honnête. Et puis surtout, on parle de body positivisme et c'est un produit allégé en sucre. Donc du coup, bah, les communautés n'ont pas trop compris. Ils ont jugé que le message était incohérent. Ça faisait pas sens en fait. Voilà, ils disaient très beau message, mais je ne comprends pas car au final, cette publicité met en avant le fait de manger du light. Donc on parle d'acceptation de corps, de se dire c'est pas grave d'avoir des kilos en trop, c'est pas grave d'avoir des vergetures, c'est pas grave de pas être dans la norme imposée par la société, mais par contre, il faut manger allégé, quoi. Donc voilà, le message aurait pu être bien, mais l'exécution n'a pas été à la hauteur de l'espérance des communautés. Et en plus, le profil influenceur ne correspondait pas. Donc, ça a été un peu la collaboration mal reçue. Le bon exemple, cette fois, donc il s'agit de l'influenceuse Léa Camilleri, qui est connue pour être une influenceuse engagée, hein, qui a l'habitude de traiter des sujets relatifs au climat, la protection des océans, la protection des animaux. Elle, voilà, sa ligne éditoriale, elle est hyper claire. Elle parle majoritairement de ça, même s'il lui arrive de parler d'autres choses, hein, mais elle est connue pour soutenir des causes de ce type. Et en fait, bah, comme sa ligne éditoriale est principalement axée là-dessus, il y a plusieurs marques qui peuvent s'intégrer dans ce type de collaboration. Elle a fait une collaboration avec Sheba Hop Groves pour la protection des tortues. Elle a fait une collaboration avec le Muséum national d'histoire naturelle pour mettre en avant une exposition qui sensibilise les petits et les grands aux enjeux qui pèsent sur la planète. Elle a fait une collaboration avec Biotherm, donc une marque de beauté cette fois, pour mettre en avant des produits solaires qui respectent les océans.
Donc, vous voyez, au final, c'est assez simple, entre guillemets, de s'insérer dans ce type de communication parce que l'influenceuse a l'habitude de porter ses messages et que vous soyez un musée, une marque de beauté ou une association euh, euh, qui part en mer la plupart du temps dans l'année, vous pouvez collaborer en fait. Il n'y a pas de frein pour ça. Aujourd'hui, concrètement, pour réaliser une bonne collaboration, il faut travailler main dans la main avec le créateur. Pour la création de contenu tout d'abord, parce que le créateur connaît les formats qu'il propose et ceux qui fonctionnent le mieux, qui sont les mieux perçus par sa communauté. On a dit, l'influenceur, c'est un créateur de contenu, donc il a besoin d'exprimer sa créativité. Donc, vous devez aussi lui laisser quelque part carte blanche. Et parce qu'aussi, avant tout, ça doit être votre partenaire et non pas votre prestataire. On a trop souvent tendance à penser que l'influenceur, c'est juste quelqu'un à qui on va faire un chèque et que parce qu'on lui donne un chèque, il va dire tout ce qu'on a envie de dire, quand on a envie qu'il le dise, etc. Ça ne marche pas comme ça. C'est un partenaire, il a le droit de refuser même s'il est payé. Et surtout, il a envie que les influenceurs aujourd'hui ont envie de collaborer avec des marques qui ont envie d'avoir cet échange humain, cette collaboration intelligente, entre guillemets. L'influenceur va aussi vous aider pour définir les messages parce que, je le disais, il a souvent une ligne éditoriale qui est bien définie, il connaît sa communauté et sait lui parler. Donc, il a aussi une façon de s'exprimer. Donc, les marques qui partagent aujourd'hui des briefs hyper précis où l'influenceur n'a pas le droit de dire un mot de côté, très clairement, aujourd'hui, c'est plus possible. Il y a aussi certains sujets qui peuvent être beaucoup plus sensibles que d'autres. Donc, l'influenceur a aussi ce côté conseil pour que le message soit bien perçu. Et puis, tout simplement parce qu'il a besoin aujourd'hui de s'exprimer librement pour être authentique et donc convaincre. Voilà, il sait comment s'adresser à sa communauté. Il est suivi pour sa façon de parler, pour sa façon de s'exprimer. Donc, laissez-le aussi s'exprimer librement. Et puis, finalement, c'est aussi dans votre intérêt, on ne va pas se mentir. D'abord parce que vous allez créer une véritable relation avec lui. Et donc, vous allez pouvoir imaginer une relation sur le long terme, des collaborations qui font sens. Et donc, si on collabore sur le long terme, très clairement, par la suite, c'est aussi plus facile de négocier les tarifications, les contenus qui vont être créés. Donc, très clairement, vous êtes gagnant en fait à travailler de façon intelligente avec les influenceurs. Donc, les bons points, lui donner les grands messages et les objectifs de votre communication. Il faut que ce soit hyper clair. Lui laisser un maximum de carte blanche sur le format et sur la création de contenu. Ça ne veut pas dire qu'il va tout se permettre, mais c'est juste lui dire, voilà, qu'est-ce que tu aimerais faire? Nous, notre objectif, c'est ça. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Et après, on affine ensemble. Et puis, c'est surtout l'accompagner tout au long de la collaboration, lui fournir les éléments nécessaires pour qu'il puisse bien partager vos messages, etc. On évite donc de lui donner un brief trop précis, de lui imposer un discours ou un format de communication. Et surtout, on essaye d'adapter au maximum sa communication à son univers. L'idéal, c'est de trouver un juste milieu entre vous, votre image et son image à lui. Je le disais aussi, il est important pour vous de privilégier le long terme. Ça va vous permettre d'avoir plus de cohérence parce que, en fait, comme vous allez répéter les messages, ça va jouer en votre faveur. Le partenariat va être beaucoup plus crédible et donc mieux accepté par la communauté. Vous n'êtes pas une marque qui sort comme ça de nulle part, dont on va entendre parler une fois tous les 6 ans quand vous allez avoir un fonds de budget, entre guillemets. Ça va vous permettre de créer une vraie relation, je disais, donc une meilleure communication avec l'influenceur. Vous allez pouvoir monter ensemble des projets beaucoup plus intéressants. Et puis, du coup, vous avez aussi un intérêt commun de réussite. L'influenceur, il a autant envie que vous, que la collaboration fonctionne. Vous allez donc avoir de meilleurs résultats, des ventes plus élevées dans l'ensemble. Donc ça, les études l'ont montré. Et ça vous permet aussi de rester au premier plan. Très clairement, si vous collaborez sur le long terme avec un influenceur, vous êtes en droit de lui demander de ne pas collaborer avec des marques concurrentes à vous. Et puis aussi, parce que finalement, c'est une demande des influenceurs. Je le disais aussi, ils sont 69% aujourd'hui à privilégier les partenariats récurrents et 59% à privilégier les programmes ambassadeurs. Donc, les programmes ambassadeurs, c'est vraiment sur le très long terme où ils vont avoir plusieurs prises de parole prédéfinies dans l'année. Voilà. Oui, une nouvelle question. Est-ce qu'on peut demander le contenu que cette vidéo fait avant la publication? Bien sûr, demandez-le toujours. Normalement, c'est rentrer dans les mœurs, ce côté influenceur, ils le font plutôt systématiquement, mais bien évidemment, pensez à le demander. C'est important, vous êtes en droit de demander la vérification des contenus avant qu'ils soient publiés. Vous payez cet influenceur. Le seul moment où vous n'avez pas le droit de le faire, c'est si vous envoyez un produit à un influenceur et qu'il n'a aucune obligation de poster, typiquement. Mais si vous rémunérez cet influenceur pour la collaboration, bien évidemment, demandez à l'influenceur de valider les contenus avant publication et pour ajustement.
Et enfin, pour terminer cette conférence, je le disais en introduction, et je le redis parce que c'est hyper important, soyez honnêtes, même si vous n'êtes pas parfait. Aujourd'hui, on ne vous demande pas d'être parfait, ni les influenceurs, ni les consommateurs, parce que si vous avez conscience que vous pouvez faire mieux, croyez-moi, c'est déjà beaucoup. Si vous avez fait une erreur de communication dans le passé, si les compositions de vos produits ne sont pas géniales, ou si vous avez un problème de e-réputation, ne faites pas l'autruche, évoquez plutôt le sujet avec l'influenceur, mettez-le au courant, mettez en avant votre volonté de mieux faire et de changer les choses, si c'est le cas, bien sûr, mais je pense que ce sera le cas pour vous si vous êtes à cette conférence aujourd'hui. Et aussi parce que aujourd'hui, les consommateurs, les influenceurs doivent comprendre que certains changements prennent du temps. Je suis issue du domaine de la beauté, de la cosmétique, et j'ai accompagné de nombreuses marques qui étaient en train de changer les compositions des produits, le packaging, etc. Et on sait, c'est des choses qui prennent du temps. Alors ça s'applique pas qu'au domaine de la cosmétique, ça prend du temps pour énormément de secteurs. Et donc ça, c'est important que les influenceurs aient les tenants et les aboutissants de ce genre d'opération. Expliquez-le aux influenceurs qui vont l'expliquer eux-mêmes aux consommateurs qui seront donc du coup plus indulgents. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention pour cette conférence. Je vous laisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On a encore un petit peu de temps, il me semble, pour y répondre. Donc, n'hésitez pas. Combien une collaboration avec un influenceur américain pour un influenceur? Alors, la question de la rémunération des influenceurs, c'est vrai que ça revient hyper souvent. Aujourd'hui, il n'y a pas de rémunération type pour un influenceur, pour un lancement de produit. Déjà, il y a deux possibilités qui s'offrent à vous pour un lancement de produit. Soit vous pouvez contacter l'influenceur, lui proposer de tester le produit et si ça vous plaît, d'imaginer une collaboration par la suite. Ou vous pouvez tout simplement lui envoyer et espérer, entre guillemets, qu'il soit assez qu'il aime le produit, entre guillemets, qu'il en parle de façon hyper spontanée. Par rapport au prix, il n'y a pas de tarif défini parce que chaque influenceur va définir son tarif en fonction du contenu que vous avez envie de le voir créer, en fonction de son marché, en fonction de son nombre d'abonnés, de son taux d'engagement, etc. Ça fait 10 ans que je suis dans l'influence et j'ai jamais eu deux influenceurs avec la même communauté qui ont demandé le même tarif. Voilà. C'est un peu le souci aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de grille, il n'y a pas de règles, chacun fait comme il lui plaît, entre guillemets. Donc nous, c'est aussi notre rôle d'agence. Donc, si vous avez une agence aussi qui peut vous accompagner là-dessus, c'est d'abord cette vision, ce panorama des différents tarifs demandés par les influenceurs ces dernières années et d'être en mesure de vous dire si oui ou non cette tarification est justifiée. Moi, je vous conseillerais toujours de négocier les tarifs influenceurs. C'est comme dans tout, tout se négocie. Si vous n'avez pas de budget précis pour vos opérations d'influence, demandez à l'influenceur son Media Kit. C'est un document dans lequel il va indiquer combien il fait payer généralement un post, une publication sur le feed Instagram, une stories, un Reels, un article de blog, une vidéo YouTube. Ça va vous donner une idée de la fourchette de prix en fait qu'il a l'habitude de pratiquer. Et après, affiner ce tarif avec lui en négociant si jamais le produit lui plaît plus ou en lui laissant carte blanche sur la création de contenu aussi, ça peut jouer en votre faveur. Et ça peut être aussi, par exemple, lui proposer une rémunération peut-être un petit peu plus faible que ce qu'il a l'habitude de recevoir pour ce produit, mais lui proposer une autre compensation, comme par exemple un lien d'affiliation, un pourcentage sur les ventes ou que sais-je, par exemple. Il n'y a pas de règles en matière de tarification influenceur, malheureusement. Une autre question, c'est de mieux privilégier le paiement des influenceurs sur la promotion de produits ou cadeaux pour ces produits. Alors, est-ce qu'il faut mieux privilégier le fait de payer les influenceurs pour un lancement de produit ou envoyer le produit gratuitement, en gros? J'aurais tendance à vous dire que si vous êtes sur un produit hyper grand public, demandez à l'influenceur s'il veut recevoir le produit. Demandez toujours aussi, ça c'est hyper important, n'envoyez pas les produits comme ça à des adresses sans avoir demandé l'autorisation. Les influenceurs reçoivent énormément de produits, c'est pas hyper bien perçu par eux. Donc, demandez-leur tout d'abord si vous pouvez leur envoyer le produit pour qu'ils testent avec un petit peu de chance. Ça se fait de moins en moins, mais avec un petit peu de chance, ils vous feront au moins quelques stories pour montrer qu'ils ont reçu le produit. Ça peut être un unboxing en stories. Il y a quelques influenceurs qui le font assez spontanément encore dans le domaine de la beauté, de la mode, etc. Mais
pour un lancement de produit, moi, je vous recommande quand même d'avoir un budget dédié pour rémunérer l'influenceur parce que vous êtes sur un lancement, vous avez besoin de contrôler les messages, de mettre en avant voilà, certains messages, de travailler le discours de marque, etc. Donc, en rémunérant l'influenceur, vous vous assurez en fait que vos messages seront bien transmis, bien perçus et que l'influenceur va vraiment dire ce que vous avez envie de dire pour ce lancement de produit. Si vous n'avez pas des gros budgets, vous pouvez aussi vous orienter vers des micro-influenceurs et en prendre beaucoup plus. L'avantage des micro-influenceurs, c'est que oui, ils ont une communauté moins importante, mais ils ont un taux d'engagement beaucoup plus élevé. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On avait des questions sur la téléphonie, mais du coup, Ophélie veut prendre la parole. Oui. Ophélie, si tu veux prendre la parole pour des personnes qui demandent s'il y aura une rediffusion de cette conférence. Il me semble que oui, normalement, les conférences ils sont redisponibles en replay. Oui, elles sont en replay. Je l'ai indiqué dans le chat, comme ça, vous avez juste à vous reconnecter sur la conf et vous avez le replay. D'accord, merci Ophélie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou c'est tout bon? C'est tout bon. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi en espérant que cette conférence vous aura plu. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des questions sur l'influence. On ne travaille pas que avec des influenceurs spécialisés dans l'éthique et la transparence, mais c'est vrai que c'est des valeurs qui nous tiennent à cœur aujourd'hui et qu'on essaye voilà, d'appliquer à nos clients ou à nos partenariats. Et n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, à revenir vers nous sur nos réseaux sociaux ou par mail. Voilà, je vous mets nos contacts. Juste après, vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet avec notre adresse contact oniso.fr. Merci beaucoup Margot. Très belle conclusion de cette journée Summer Digital organisée par Cybercité. Merci à tous les participantes et participants. Et du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée. Encore merci Margot. Merci à tout le monde. Au revoir.